Bonjour à tous, on se trouve ici à Houille, en banlieue parisienne, où on va retrouver Bruno Combi qui nous avait accordé un entretien sur l'énergie nucléaire. On va aller voir aujourd'hui sa maison positive en énergie. C'est parti. Monsieur Combi. Bonjour Vincent. Comment allez-vous? Très bien. Merci de nous accueillir chez vous. Ravi de vous voir, je vous souhaite la bienvenue dans ma maison écologique performante. Donc, c'est votre maison? C'est ça. Dans un quartier on ne peut plus ordinaire? Tout à fait. J'habite à Houille, dans les Yvelines, donc une banlieue typique, on va dire. Donc je me suis installé là il y a maintenant 24 ans, un quart de siècle, c'est quand même pas d'hier. Et j'ai construit cette maison qui a pour but de coûter le moins cher possible parce que mon budget n'est pas extensible et d'être aussi confortable que possible. Donc je vais vous expliquer plus en détail comment ça marche, comment c'est construit, comment ça fonctionne. Alors, vu de l'extérieur comme ça, elle a l'air de rien. Oui, en fait, vu de l'extérieur, ça ressemble à une maison ordinaire parce que c'est pas l'apparence qui compte, c'est la technologie qui est dans la maison. Concrètement, votre maison est positive en énergie, ça veut dire quoi? Alors, positif en énergie pour une maison, ça veut dire que sur l'année, en moyenne, la maison va produire plus d'énergie que ce qu'elle consomme. Donc cette maison consomme environ 3000 kWh par an et elle produit environ 3300 kWh par an avec mes premiers panneaux solaires que j'ai installés en 2010. Et j'ai fait une deuxième séance d'installation de panneaux solaires qui va produire de nouveau 3000 kWh par an environ et qui produit pour la voiture électrique, qui consomme aussi pour faire 20 000 km par an, environ 3000 kWh par an. Donc en fait, je suis un citoyen positif en énergie, c'est-à-dire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme pour sa maison, sa famille et sa voiture. Alors la petite éolienne quand même, hein, qui rappelle le côté écologique de la maison. C'est le seul signe extérieur d'écologie. Alors c'est une petite éolienne de 400 watts qui, pour vous dire la vérité, ne produit pas grand-chose. Donc elle est plus là pour décorer que pour produire. Dans le bilan global d'énergie de la maison, ça pèse pour quasiment zéro, rien. La production d'énergie est surtout faite par les panneaux solaires qui sont sur le toit et qui, eux, produisent les 3000 kWh par an. L'éolienne, donc c'était pour expérimenter, pour tester et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais franchement, surtout en milieu urbain, le vent en fait est beaucoup plus haut en altitude, il y a davantage de vent, mais le vent dans un milieu pavillonnaire comme ça, il est tourbillonnant et il ne vous produira rien du tout. Donc j'ai mis une éolienne quand même pour voir, pour tester, pour décorer, mais ce n'est pas la peine de compter sur une éolienne pour alimenter l'électricité de votre maison. En milieu urbain, ce n'est pas possible. Ok, donc là on rentre... Là on rentre dans la maison. Chez vous. Bienvenue. Voilà, donc là on est dans le salon, salle à manger. Donc il n'y a rien de particulier, c'est même plus simple à aménager qu'une maison standard, puisqu'il n'y a pas de radiateur sur les murs, c'est un chauffage par le sol, puisque la pompe à chaleur va produire une énergie à basse température, et donc il faut une grande surface pour la distribuer, donc des radiateurs ordinaires ne suffisent pas, il vaut mieux mettre un chauffage par le sol. Donc en fait le chauffage il est dans le sol, vous voyez ici les carreaux, hein. Donc, vous avez des tuyaux en PET qui transporte de l'eau légèrement chauffée à 40 degrés typiquement, hein, qui est chauffée par la pompe à chaleur qu'on verra au sous-sol et qui va réchauffer comme ça la maison et qui peut aussi éventuellement la rafraîchir en période de canicule et de grande chaleur. Alors bienvenue dans le local technique où se trouve ma pompe à chaleur. Donc une pompe à chaleur c'est ça. En fait, ça ressemble à une chaudière, si vous voulez, dans une maison, et ça a la même fonction, ça sert à fabriquer l'eau chaude, qui peut servir à chauffer la maison, ou à chauffer l'eau chaude pour prendre sa douche, l'eau chaude qui coule au robinet. Et la pompe à chaleur va pomper la chaleur qui se trouve ailleurs, en l'occurrence dans le sol, autour de la maison, dans le jardin. Donc on va refroidir légèrement le bloc de terre et récupérer cette chaleur qui était dans le bloc de terre pour l'injecter dans la maison. Et concrètement, comment on arrive à refroidir le sol extérieur? Eh bien, avec des tuyaux que vous voyez là, donc à travers ici, vous avez un tuyau où l'eau arrive à une certaine température, et en fait, ce moteur-là, c'est un frigo. Ça fonctionne comme un frigo, et à l'intérieur du frigo, il y a une plaque froide, et la plaque froide va refroidir cette eau. Donc si l'eau arrive ici, typiquement à 14-15 degrés, eh ben, elle va ressortir à 7-8 degrés. Donc, et on va renvoyer cette eau froide dans la terre, ça va donc refroidir le bloc de terre.
Donc vous allez progressivement refroidir un tout petit peu la terre de votre jardin, ce qui ne gêne pas le jardin. Et en échange, la différence de chaleur entre les deux, eh bien, vous allez la récupérer sur une plaque chaude, qui est la plaque chaude de votre frigo chez vous, qui d'habitude est à l'extérieur de votre frigo, puisque dans le frigo, il y a une plaque chaude et une plaque froide, hein, toujours. On met la plaque froide dans le frigo et la plaque chaude à l'extérieur du frigo, c'est qui réchauffe la cuisine. Et là, c'est la même chose, sauf qu'on le fait fonctionner à l'envers, c'est-à-dire qu'on met la plaque chaude dans la maison et la plaque froide dehors pour refroidir l'extérieur. Mais c'est comme un frigo, en fait. Okay. Donc, ce n'est pas une fabrication de chaleur, c'est un transfert de chaleur. C'est pour ça que ça consomme moins. Dans la nature, c'est moins coûteux de transférer de la chaleur que de la fabriquer. C'est le principe de la thermodynamique. En fait, la maison coûte 3 fois rien à chauffer. Donc, le raisonnement écologique habituel, qui est un raisonnement un petit peu punitif, une écologie où il faut souffrir pour être heureux, moi, je suis partisan d'une écologie plutôt optimiste, positive, libératrice, tout à fait compatible avec le confort, et où il n'y a pas forcément besoin de se priver pour être heureux, et même pour faire le bien de la planète. Et donc, avec cette maison, comme on va le voir à travers différents chiffres et les performances, en fait, elle consomme tellement peu que ça n'a plus aucun sens de se priver et de souffrir pour être heureux. On consomme quand on a gagné un facteur 1000 sur le CO2, ce qui est le cas pour cette maison, ça n'a plus aucun sens de vouloir économiser 3% en souffrant, de souffrir pour économiser 3% alors qu'on vient de gagner un facteur 1000. Donc cette maison, elle est beaucoup plus grande, mais elle consomme beaucoup moins que n'importe quel petit studio dans un immeuble n'importe où ailleurs, même bien isolé. Donc on peut chauffer à 22, 25 si on a envie, moi je suis plutôt autour de 22. Initialement, je me disais, je vais réduire la température à 18, et comme ça, je consommerais encore, on gagne 7% par degré. Donc je consommerais à 18 par rapport à 20, je vais gagner 14%. Mais en fait, ça consomme tellement peu, ça coûte rien ni en CO2 ni en euros, que ça n'a aucun sens de se priver. On a tendance à opposer en fait la performance écologique avec le confort. Et en fait, il n'y a pas d'opposition. Si on a fait les bons choix, on a les deux. La performance écologique et la performance économique, et on garde le confort et tout le confort. C'est ça qui est intéressant. Mais l'important, c'est les bons choix technologiques. Voilà. Et donc cette maison consomme au total environ 1 euro par jour en énergie, en prix total d'énergie pour toute la maison. Donc avec ça, on fait le chauffage en hiver, la clim en été, on alimente toutes les lampes pour l'éclairage, la cuisson des aliments, et puis moi je travaille chez moi la plupart du temps, donc les ordinateurs, la machine à photocopie quand je m'en sers encore un petit peu, et tous les appareils domestiques. Voilà, c'est 1 euro par jour. Je ne compte pas la voiture électrique pour ce prix-là, qui me coûte de nouveau, grosso modo, à peu près la même chose. Et pour combien de personnes ? Pour une famille, en fait. Une famille, d'accord. Voilà. Ça, c'est un puits canadien. Alors, pour vous expliquer le puits canadien, nous voici dans le jardin. Donc ça, c'est la tête du puits canadien. Alors, c'est facile. On va lui couper la tête. Voilà. Ça, c'est juste une petite grille pour que les escargots ne puissent pas rentrer dans le puits canadien. Alors, le puits canadien, en fait, c'est un tuyau, vous voyez, qui rentre ici, qui va sous terre à 2 mètres de profondeur et qui va avoir tout un parcours sous le jardin sur 100 mètres de longueur pour celui-ci, avant d'amener l'air dans la maison. Donc d'habitude, quand on a une maison, le système de ventilation, c'est que l'air va rentrer par une ouverture au-dessus des fenêtres, le plus fréquent en France. Et puis donc cet air qui rentre à la température extérieure, en hiver quand il fait très froid, s'il fait moins 10, il va falloir le chauffer de moins 10 à plus 20 dans la maison. Donc on va dépenser de l'énergie pour ça. Mais la terre qui est sous nos pieds ici est un isolant. Donc la terre en surface, l'air, l'atmosphère va varier en température entre plus 40 quand il fait très chaud en été, comme maintenant en période de canicule, et moins 10 ou moins 20 quand il fait très froid en hiver. Et donc cette variation de température est gênante parce que dans la maison, on veut toujours avoir plus 20, été comme hiver, qui est la température confortable. Et donc pour atteindre cette température de plus 20, on va dépenser des calories pour refroidir l'air quand il est trop chaud en été et pour le réchauffer quand il est trop froid en hiver. Or, la Terre, c'est un stockage de chaleur qui va, et à 2 mètres de profondeur ici sous nos pieds, on a la Terre qui est à 15 degrés toute l'année. Parce que la Terre, c'est un isolant, donc en surface, elle va se réchauffer et se refroidir un petit peu. Ça peut geler jusqu'à 60 cm de profondeur environ, en France, en région parisienne. C'est pour ça qu'on enterre toujours les tuyaux d'eau à 60 cm de profondeur.
Mais au-delà de 60 cm de profondeur, ça ne descend pas en dessous de zéro. Et à 2 mètres de profondeur, la température de la Terre est quasi stable à 14-15 degrés toute l'année. C'est pour ça qu'on met le puits canadien à environ 2 mètres de profondeur. Ça ne coûte pas trop cher pour faire la tranchée. On a trouvé la température quasiment stable, qui varie à peine d'1 degré ou 2 entre l'été et l'hiver. Donc on a une température stable qui va permettre de faire rentrer un air à température stable dans la maison. Donc quand il fait très froid, par exemple en hiver, moins 10, eh bien l'air va rentrer dans le puits canadien ici, circuler dans les tuyaux sous le jardin et rentrer à plus 15 dans la maison. Donc plus 15, c'est très proche des 20 degrés qu'on veut avoir. Donc l'air est préchauffé à 20 degrés. Donc on va faire des économies de chauffage parce qu'au lieu de le réchauffer de moins 10 à plus 20, avec une maison standard où l'air rentrerait au-dessus des fenêtres, eh bien on va juste le réchauffer de plus 15 à plus 20. Et là encore, on a un double système sur cette maison. On a d'abord le puits canadien qui va réchauffer gratuitement, c'est la terre qui réchauffe à plus 15. Et ensuite, on a la ventilation double flux que je vous montrerai après, qui va réchauffer de plus 15 à plus 19,5, avec un rendement de 90%. Donc l'air qui arrive dans les pièces, dans la maison, en fait, il arrive à 19 degrés et demi quand on veut 20 degrés de température. Donc on a fait 99% de l'énergie pour réchauffer l'air, en fait, est fait par de la récupération, par des échangeurs. Et alors en été, c'est encore mieux. En été, quand il fait 40 degrés, que c'est la canicule, on a vu ça ces derniers temps. Donc, eh bien, habituellement, pour réfrigérer une maison comme ça, soit on supporte la chaleur, et puis la maison monte en température, soit on achète une climatisation qui consomme énormément d'énergie. Ça peut être typiquement 30 kW, par exemple, pour une grande maison, un groupe frigorifique de 30 kW, une chaudière de 30 kW pour chauffer en hiver, ou un groupe frigo de 30 kW pour climatiser en été. Eh bien, ici, cette maison, on la climatise avec 30 watts, c'est-à-dire 1000 fois moins. Donc le coefficient de performance pour la climatisation, c'est un facteur 1000 sur cette maison. C'est pas rien quand même, facteur 1000. C'est-à-dire qu'on va climatiser avec 1000 fois moins d'énergie. Et du coup, pour le CO2, c'est encore pire, puisque le gaz, on rajoute un facteur 100 si on passe du gaz à l'électricité. Donc on est sur un facteur 100 000 pour les émissions de CO2 sur la climatisation. Donc là encore, comme on a gagné beaucoup de zéro, il n'y a plus besoin de s'embêter de faire de l'écologie punitrice. Donc on peut climatiser avec un tout petit poil d'électricité, on climatise toute la maison, donc il n'y a pas besoin de se priver, ça ne coûte pas cher. Donc quand vous avez l'été 40 degrés dehors, l'air arrive dans la maison à 15. Donc vous climatisez la maison. C'est énorme. Voilà. Et il faut juste un petit ventilateur de 30 watts ou 50 watts pour pousser l'air dans le tuyau, c'est tout. Mais c'est dingue ça. En fait, c'est une clim naturelle, quoi. C'est une clim incluse dans la terre, quoi. Voilà. Naturel, c'est ça. Vous voudriez voir plus de reportages indépendants? C'est très simple. Devenez l'un de nos contributeurs. À nous tous, nous le montrons, ce média du peuple. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Je compte sur chacun de vous. Bruno Combi, il y a une problématique. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir un air qui a bonne température à l'intérieur de la maison. Il faut que cet air reste dans la maison. Oui, c'est ça. Donc bien sûr, il faut aussi isoler sa maison correctement, de manière à ce qu'une fois qu'on a chauffé sa maison, les calories n'aillent pas directement réchauffer l'extérieur. Donc j'ai choisi les briques dites briques isolantes. Alors on a le choix entre des briques typiquement de 20, de 35, de 50. On peut prendre des briques plus ou moins épaisses. Bien sûr, plus le mur est épais, plus il sera isolant. Mais en même temps, si on met des gros murs de 50 cm d'épaisseur, ce qu'on appelle les monomurs, eh bien, souvent, on oublie du coup de remettre de l'isolant à l'intérieur, parce que comme le mur est déjà très épais, on ne veut pas encore faire plus épais. Donc moi, j'ai choisi de faire les briques de 20, mais de garder une isolation costaud derrière, parce qu'en fait, l'isolation avec un isolant qui contient essentiellement du vide, c'est le vide qui isole, en fait, c'est pas le matériau. Donc on peut isoler au choix avec de la plume d'oie, de la laine de canard, de la laine de verre, de la laine de roche, et toutes sortes d'autres matières isolantes. En fait, ce n'est pas la matière qui isole, c'est le vide ou l'air qui est entre les deux. Donc là, j'ai mis 12 cm de matériaux très performants pour l'isolation, en plus des briques dites isolantes, qui sont déjà beaucoup plus isolantes que des parpaings standards. Donc il y a une chose dont on n'a pas parlé, Bruno Combi, ce sont les panneaux photovoltaïques. Tout à fait. Donc cette maison est équipée de panneaux photovoltaïques sur le toit, côté sud. Donc là, on voit la photo des panneaux.
Donc ces panneaux vont produire de l'électricité, bien sûr les jours où il y a du soleil, et en moyenne sur l'année, ça va produire 3300 kWh avec 12 panneaux. Chaque panneau fait 1 mètre par 1,60 m, donc en tout on a 20 mètres carrés de panneaux. Ça couvre à peu près la moitié de la surface de la toiture, on aurait pu en mettre plus, mais il n'y avait pas besoin pour que la maison soit positive en énergie. Donc là j'ai une puissance totale de 3 kW sur une surface de 20 mètres carrés, et si on veut on en met davantage. La consommation de la maison sur l'année, c'est 3000 kWh par an. Donc on est positif en énergie, c'est-à-dire que cette maison produit plus qu'elle ne consomme. Ça veut dire que chaque année, je consomme 3000 kWh, mais j'en produis 3300. Donc il y en a 300 qui sont en plus, que j'injecte sur le réseau et qui est consommé par mes voisins à travers le réseau EDF. Concrètement, vous le revendez cette énergie? Concrètement, je revends. Alors en réalité, j'achète tout ce que je consomme et je revends tout ce que je produis. Donc si on raisonne en termes financiers, c'est encore plus intéressant, puisque non seulement j'ai 10% d'excédent, si je compte en kilowattheure, 300 sur 3300, mais en termes financiers, quand j'achète au prix que EDF vend l'électricité, c'est-à-dire environ 18 centimes aujourd'hui, mais quand je revends à un prix spécial pour l'électricité photovoltaïque qui est de un peu plus de 60 centimes le kilowattheure, donc je revends en gros 3-4 fois plus cher que ce que j'achète. En fait, l'électricité ne me coûte pas de l'argent, ça me ramène un petit peu d'argent chaque année. Donc ça ne suffit pas pour vivre et devenir riche, mais ça allège quand même le budget, puisque mes ventes par année, ça fait entre 1500 et 2000 euros à peu près. Et quand même? Ben oui, quand même. 2000 euros. Et en plus, c'est pas imposable. Il n'y a pas besoin de le déclarer et c'est pas imposable. C'est génial. Concrètement, la maison et tout ce que vous avez mis en place en matière de technologie, oui, ça vous a coûté combien? Concrètement, ça m'a coûté 235 000 euros. Et en même temps, tous les Français ne vivent pas dans une maison comme vous. Est-ce que toute cette technologie est transposable dans un immeuble, par exemple? Eh bien, en fait, quand j'ai conçu cette maison, je le faisais pour moi, bien sûr, parce que comme je suis écrivain et que mes droits d'auteur, c'est limité, je voulais que ça ne me coûte pas cher pour pouvoir vivre ma retraite, pas forcément une grosse retraite. Donc je voulais que ça puisse me permettre de vivre pour pas trop cher. Mais pour l'avenir, eh bien, les autres peuvent faire pareil, et j'ai eu présent à l'esprit le fait que ça doit être duplicable. C'est-à-dire ce que j'ai fait, en fait, oui, ça peut se refaire, et on peut construire d'autres maisons comme ça. Et parce que comme vous le voyez, on est au milieu de nulle part ici. On est en banlieue, dans une banlieue moyenne, c'est une maison moyenne dans une banlieue moyenne qui ressemble à une autre maison moyenne. Et donc, oui, on peut imiter ma maison, et je vous invite à le faire. N'hésitez pas à vous inspirer de tout ce que j'ai fait pour faire votre maison à vous pareil. Parce que moi, j'ai dû beaucoup réfléchir et beaucoup lire, beaucoup chercher, faire plein de calculs pour à chaque fois faire les bons choix, les bons matériaux, vérifier que ça marchait. Voilà. Et là, je vous donne le mode d'emploi complet, clé en main, en fait. Donc allez-y, construisez vos maisons pareilles. Et ça permet vraiment de faire des gros gains. Et il faut juste réfléchir un peu autrement quand on conçoit. En tant que citoyen positif en énergie, maison, travail et transport inclus, eh ben, je suis particulièrement heureux et fier de vous transmettre un petit peu de ce que j'ai appris en bossant moi-même au fil des années. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, ça coûte pas plus cher ou pas tellement plus cher qu'une maison normale. C'est juste une approche en fait différente. Il faut le penser différemment et surtout dès le départ. Et donc, si ça peut vous être utile, le travail que j'ai fait, c'était mon but au départ. C'est pour ça que j'ai construit cette maison, c'est pour moi, mais aussi pour que les autres puissent en profiter, pour que collectivement, on gagne et qu'on progresse également. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et pour votre patience, parce que c'est vrai que c'est des explications un peu longues et un peu techniques, mais on est obligé de rentrer dans la technique pour comprendre comment ça marche. Sinon, on ne comprend même pas qu'on puisse avoir des gains aussi importants. En fait, c'est la technologie qui tire le monde. Ça fait depuis la révolution industrielle que ça a commencé, même avant, puisque avec l'imprimerie, la roue, etc., on peut remonter très loin. Mais c'est la technologie qui fait les grands progrès, c'est la science. Bien sûr, la science a aussi ses limites. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus avec la science, mais on voit que la science permet encore des nouvelles découvertes, des nouveaux progrès, et avec une maison qui ne consomme rien, mais qui est durable, qui est performante, et qui est agréable à vivre. On peut y recevoir ses amis, on vit dedans, on est bien. Vous voyez, là, on sort d'une période de canicule hors norme, c'est l'expression qu'on utilise ces jours-ci. Il a fait plus de 40 degrés,
Et dans ma maison, la température n'est pas montée au-delà de 22,5 degrés au plus chaud, avec juste les dispositifs que je vous ai montrés, qui sont des dispositifs passifs, simples, hein, simplissimes même, et en consommant pas plus de 30 watts pour assurer la ventilation de toute la maison avec le puits canadien. Donc il y a quand même des gains extraordinaires qui restent à faire, et il reste encore, c'est vrai, à implanter maintenant ces méthodes, ces technologies dans le parc existant pour l'améliorer. Donc c'est tout le problème de la rénovation du bâtiment, et où on peut faire ce qu'on a vu là, au moins par morceaux, et peut-être avec un rendement un peu moins bon quelquefois, mais on peut quand même le faire. Et puis surtout, dans la construction neuve, ne construisez plus une maison vieille méthode avec des parpaings, sans prévoir la ventilation, sans prévoir le renouvellement de l'air, parce qu'après, c'est compliqué de changer une fois que c'est fait. On peut plus, il faut casser les murs et les planchers, ça va pas. Donc il faut bien le concevoir dès le départ. Voilà, et merci pour votre écoute attentive, j'espère vous avoir été utile. Eh bien, merci à vous, Bruno Comby, de Merci, nous avoir Vincent. reçus. Merci. À bientôt. À bientôt. On se reverra. Volontiers. Merci.